Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on tente de décortiquer ensemble The Fountain de Darren Aronofsky, film sorti en 2006. Ne perdons pas plus de temps et jetons-nous ensemble dans ce voyage métaphysico-onirico-philosophico-réaliste qu'est The Fountain. Pour passer directement à l'analyse, je ne peux que vous proposer de vous rendre à ce minutage de la vidéo. Et c'est parti. Dans The Fountain, nous suivons trois histoires ne se passant pas à la même époque, mais qui semblent pourtant évoluer en parallèle. Les personnages principaux de chacun de ces récits sont interprétés par Rachel Weisz et Hugh Jackman. Ainsi, nous avons le présent, entre guillemets, histoire dans laquelle Tommy Creo, chercheur en cancérologie, tente de trouver le moyen de guérir le cancer du cerveau. Sa femme Izzy, elle-même atteinte d'un cancer, il utilisera sur elle le remède qu'il avait testé sur un chimpanzé et qui était loin d'avoir passé tous les contrôles nécessaires à son bon développement. Ce remède étant le composant d'un arbre provenant du Guatemala. Izzy, écrivaine, fera également lire à Tommy le récit qu'elle est en train d'écrire, celui-ci se déroulant au temps des conquistadors et nommé The Fountain. À son chevet, alors qu'elle est en phase terminale, Izzy explique à son mari qu'elle n'a pas peur de la mort, avant de s'en aller. Le deuxième récit se déroule justement au temps des conquistadors. Là, nous découvrons Thomas, qui reçoit comme mission de la reine Isabelle de retrouver l'arbre de vie. Après de nombreuses pérégrinations à travers le Nouveau Monde, il finira par trouver une pyramide au sommet de laquelle il fera face à un gardien. Ce dernier reconnaît en Thomas le père originel, la divinité qui se sacrifia pour sauver le monde et refuse donc de l'abattre. Il s'offre alors en sacrifice et libère le chemin vers l'arbre de vie. Thomas en boit la sève pour guérir de ses blessures avant de découvrir avec effroi que l'arbre semble naître à travers lui avant de se retrouver totalement submergé par la végétation. Et enfin, dans la troisième histoire, nous suivons Tom dans un état de méditation, flottant à travers l'espace aux côtés d'un arbre qui semble contenir le corps d'Izzy. Il est d'ailleurs souvent approché par une vision de sa femme qui lui demande de terminer son livre. Finalement, il grimpera à l'arbre, sortira de la sphère qui semblait le protéger et s'envole en méditant en direction d'une nébuleuse, avant d'atteindre l'illumination et d'être dissous par cette lumière quasi divine. On va tenter de décortiquer tout ça. Bon, je le répète à chaque fois, mais ce que je vais vous dire sera mon interprétation personnelle. Si vous avez d'autres avis, d'autres choses qui rentrent en contradiction, d'autres théories, d'autres analyses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Selon moi, il n'y a qu'une seule et unique histoire véridique, celle du médecin Tommy. Le passé des conquistadors est créé par l'imagination d'Izzy pour son roman, tandis que le passage dans la sphère est le chemin mental qu'effectue Tommy afin d'accepter le deuil de sa femme. Commençons par l'élément le plus évident, le nom des personnages. Nous avons donc Thomas, Tom et Tommy Creo. Et de l'autre côté, Isabelle et Izzy Creo. On notera au passage que leur nom de famille, Creo, signifie « je crois » en espagnol. Enfin, ça signifie pas en espagnol, ça signifie « je crois » en espagnol. On bute. Caradoc. Reprenons. Ainsi, l'histoire au temps des conquistadors est le récit imagé par Izzy. C'est un simple conte, basé sur ses croyances et ses recherches, et sur sa vision de la vie et de la mort. Et au final, elle demandera à son mari, Tommy, de terminer le récit après sa mort, ce qu'il ne fera pas tout de suite car il doit tout d'abord accepter ce fait inéluctable, le deuil. Et c'est là qu'interviennent les passages dans la sphère. Tout ici est métaphorique. Tommy n'a pas véritablement réussi à maintenir Izzy en vie dans un arbre avant de s'envoler vers une nébuleuse lointaine nommée Xilaba. Nébuleuse qui, au passage, n'existe pas vraiment, mais qui s'inspire du nom donné au monde souterrain dirigé par les dieux des morts et de la maladie dans les légendes mayas. Non, tout ceci est purement symbolique du parcours mental qu'effectue Tommy afin d'accepter la mort de sa femme. D'une certaine manière, tout cet imaginaire est composé des éléments en lesquels Izzy croyait ou avait donné sens dans son histoire. La nébuleuse de Xilaba, l'arbre de vie, l'illumination. Et ces éléments se retrouvent ici car Tommy s'est effectivement immergé dans le récit que sa femme avait commencé à écrire. Il en a écrit ou du moins imaginé la fin, alors même qu'il faisait son deuil. Et c'est là qu'on va pouvoir parler un peu de montage et de mise en scène. Les histoires ne nous sont pas présentées dans l'ordre chronologique tel qu'on pourrait l'imaginer. Quand on entre dans le film, on pourrait se dire que l'époque des conquistadors est la première partie de l'histoire, suivie du récit plus terre-à-terre du scientifique et de l'écrivaine, et on aurait alors comme conclusion la sphère et la méditation. Mais non, ce n'est pas ainsi que le film a été monté. Au contraire, les histoires semblent se répondre l'une à l'autre, comme si elles évoluaient parallèlement. Quand Tommy accepte la mort de sa femme, il se charge d'écrire la fin du récit de The Fountain, accompagnant de la même manière son acceptation du deuil à travers le chemin mental représenté par la sphère. Et ce parallélisme se retrouve aussi dans certaines images du film. Ici, par exemple, nous voyons clairement que le cadre et le mouvement ont été étudiés pour résonner, pour se faire écho, pour montrer l'évolution parallèle de l'état d'esprit du personnage principal au travers des différents récits, réels comme imaginaires. Mais au final, de quoi on parle véritablement dans ce film ?
À mon sens, Aronofsky nous montre ici différentes manières d'accepter la mort, de l'appréhender. Les cultures occidentales ont plutôt tendance à redouter ce fait inéluctable, alors que d'autres vont l'accueillir à bras ouverts. Au départ, Tommy ne peut se résoudre à accepter la mort de sa femme, mais au fur et à mesure, alors qu'il effectue son propre chemin mental vers cette acceptation, il en sortira, d'une certaine manière, grandi et apaisé. On pourrait penser que le message du film n'est pas clair, voire trop imagé, mais au final, la mort, cette grande et fatale inconnue, n'est-elle pas suffisamment énigmatique pour nous permettre de ne pas réussir à définir clairement la manière de la représenter? Aronofsky s'est refusé à nous montrer une théorie sur ce qu'il se passe après la vie. Il nous montre simplement, avec ses images, le parcours mental et initiatique qu'effectue le personnage de Tommy Creo dans l'acceptation du deuil. Bon. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Film Psy, j'espère qu'il vous aura plu, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, analyses, théories, contradictions avec ce que j'ai dit dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Tchuss.